Bonjour à tous. Merci à Gaëlle pour ta présentation. Ce que je voulais dire avant de commencer, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans ce référentiel, c'est qu'on voit bien qu'on part pendant les séjours à JD de là où en sont les enfants pour pouvoir construire ce référentiel et non pas ce qu'on attend d'eux. Et je pense que c'est vraiment le point de départ de la réflexion que je vais vous proposer sur la question de l'autonomie. Dans le traitement d'une maladie chronique comme le diabète de type 1, la notion d'autonomie, qui est toujours nommée mais rarement définie, est évidemment un enjeu majeur. En effet, le patient est amené très vite à devoir se soigner lui-même. Mais qu'est-ce qu'un patient autonome, qui plus est un enfant ou un adolescent ? L'autonomie est devenue une véritable injonction sociale dans tous les secteurs de notre vie. Prôné par notre société d'aujourd'hui, le concept d'autonomie confronte les parents parfois à des injonctions contradictoires dans l'éducation de leurs enfants. L'autonomie peut devenir une norme dans une société marquée par la recherche de la performance. Est-ce qu'être autonome, c'est être indépendant, c'est-à-dire capable de tout faire tout seul ? Peut-on devenir autonome si on est dépendant ? De quelle autonomie parle-t-on dans le cadre d'une maladie chronique comme le diabète de type 1 ? Et peut-on rendre quelqu'un autonome ? Toutes ces questions mettent en évidence le paradoxe de la notion de l'autonomie. Plus on définit ou plus on réduit un enfant à un individu autonome, plus on risque de le priver d'un support à partir duquel il peut se différencier et véritablement s'autonomiser. Autrement dit, si l'autonomie devient une injonction ou une norme, cela risque de devenir une attente de performance de l'enfant. En ce qui concerne le diabète, si l'autonomie devient l'injonction de savoir tout faire tout seul, cela risque de rendre difficile le processus indispensable d'appropriation de sa maladie. Il est ainsi important de distinguer tout d'abord l'autonomie issue du processus d'individuation et celle prônée par le monde moderne et liée à l'individualisation. L'individualisation est un concept qui situe l'individu uniquement du côté de sa singularité et de l'autonomie comprise comme la capacité à être indépendant de toute chose. Dans cette conception, l'individu est isolé, affranchi de tout lien de dépendance. Il est donc seul et sans support. Cette conception peut aboutir à l'illusion de toute puissance ou d'omnipotence dans laquelle peuvent parfois se retrouver certains ados. Cela peut en effet devenir problématique et source de souffrance quand un adolescent proclame haut et fort son autosuffisance et son non-besoin de l'autre, en pensant que pour être autonome et libre, il doit et peut se passer des autres. La conséquence est alors d'augmenter sa peur de la dépendance avec une double angoisse d'abandon et d'intrusion. C'est le paradoxe de la fameuse phrase « lâche-moi », mais qui induit sans le dire la suite « mais ne me laisse pas tomber ». Penser l'autonomie comme la capacité d'agir par soi-même sans avoir besoin des autres conduit donc à ignorer la dimension de dépendance inhérente à notre condition humaine. L'individuation, quant à elle, se définit par le fait de se séparer pour devenir soi. L'autonomie, issue du processus de séparation-individuation, débute dès le plus jeune âge. Il s'agit du processus psychique de construction identitaire progressive qui va du nouveau-né à l'adulte. C'est un processus qui part de l'état de dépendance originelle du nouveau-né vers la construction de son identité propre et de son individualité. Ce processus se fait dans la relation à l'autre, sous le regard de personnes bienveillantes qui soutiennent le désir d'autonomisation de l'enfant. C'est cette confiance de base, cette assise narcissique de sécurité que donnent les parents qui permet l'autonomie. C'est « va et expérimente, nous te regardons et serons là pour les chutes, pour te remettre debout, pour que tu aies le désir de continuer ». En cela, l'autonomie ne peut être conceptualisée sans être en lien avec un autre, avec les autres. Ainsi, pour devenir autonome,
Il faut à la fois dénouer les liens de dépendance, pouvoir penser par soi-même et pouvoir s'appuyer sur les autres ou quelques autres qui reconnaissent et soutiennent ce désir d'autonomie. L'autonomie n'est pour autant pas figée, acquise une fois pour toutes. Il s'agit d'un processus continu en lien avec les interactions sociales. Loin d'être limité à l'accès à l'indépendance, comme on vient de le voir avec la notion d'individualisation, l'autonomie est donc ce passage d'un état de dépendance à une situation d'interdépendance. Dès lors, la notion d'autonomie renvoie à celle de la dépendance. Si ces deux termes apparaissent opposés à première vue, il n'en est rien, car chaque individu dépend des autres à tous les niveaux de son existence. À l'adolescence, ce qui est paradoxal, que l'on soit diabétique ou non, c'est qu'on ne peut être autonome que si on est un peu dépendant. Si l'on refuse toute dépendance à l'autre, alors il n'y a plus d'autonomie. Une personne qualifiée d'autonome n'est en effet pas une personne isolée, mais une personne qui se construit et est construite à travers ses relations. Autrement dit, elle est à la fois dépendante et autonome, ou encore, elle est autonome à travers les multiples dépendances qui la construisent. Que devient cette question de la dépendance et de l'autonomie quand on a une maladie chronique comme le diabète de type 1 ? La question de la dépendance est pour une personne atteinte de diabète insulinodépendant majeure et multiple, car elle fait référence à la dépendance au traitement en tant que tel, l'insuline, à la dépendance aux dispositifs implantés et connectés, à la dépendance aux personnes qui vont contrôler ou administrer ce traitement, mais aussi à la dépendance au système médical, aux équipes et aux protocoles de soins. La question, pour ne pas dire l'exigence de l'autonomie, va se poser vis-à-vis de toutes ces dépendances et contraintes. Dans un premier temps, la dépendance se manifeste dans le resserrement imposé par la maladie et par son traitement de la relation parent-enfant au niveau du corps. Si pour un adolescent, l'appropriation de son corps se fait aux dépens des liens infantiles, c'est-à-dire aux dépens des liens de dépendance corporelle aux parents, chez l'adolescent ayant un diabète de type 1, cette étape cruciale de l'autonomisation sera plus délicate et parfois conflictuelle. Cette situation de dépendance et l'impression de soumission ou de passivité qu'elle peut réactiver à l'adolescence ont une place importante dans la compréhension des problématiques spécifiques aux jeunes ayant un diabète de type 1. Cette dépendance corporelle à la personne qui va contrôler et administrer le traitement dans les premiers temps de la maladie peut en effet entraver ou interférer avec le processus d'individuation à l'œuvre à l'adolescence. Ainsi, l'exacerbation du lien de dépendance induit par la maladie et surtout par son traitement peut parfois aboutir à une opposition véhémente à l'emprise de l'autre. À l'extrême inverse, elle peut aussi induire à une position de régression et de soumission passive qui risque alors d'entraver à la fois le cheminement psychique de l'adolescence vers l'émancipation et l'autonomie, mais également le travail psychique d'appropriation de la maladie. La question de la dépendance ressentie par un adolescent ayant un diabète de type 1 doit donc être un questionnement central dans la prise en charge du diabète afin d'accompagner au mieux leur processus d'autonomisation et leur équilibre narcissique, c'est-à-dire leur appréciation d'eux-mêmes. Il s'agit bien de parvenir à repérer un sentiment de dépendance, c'est-à-dire le degré de dépendance ressenti par l'adolescent. Une personne peut se sentir dépendante en fonction de la nature de ses relations. Si la relation tourne exclusivement autour du corps, de la maladie ou des dispositifs, cela peut entraîner une régression ou un sentiment de dépendance et priver la personne de toute possibilité de reprendre une action à son compte pour la transformer et se transformer. L'enjeu pour l'ensemble des personnes qui accompagnent des jeunes ayant une maladie chronique comme le diabète de type 1 est de faire en sorte que ces enfants, ces adolescents, parviennent à faire une place psychique à la fois à la maladie et à son traitement, mais également à leur propre construction identitaire. Se construire en tant qu'insulinodépendant et consentir à cette dépendance pour ne pas risquer de se maintenir dans la dépendance infantile est bien le paradoxe que tout adolescent ayant un diabète de type 1 devra affronter.
Comment alors se sentir libre et autonome avec toutes ces dépendances et contraintes liées au diabète de type 1 ? Devenir autonome avec toutes ces contraintes renvoie de manière magistrale au sens étymologique du terme autonomie, qui vient du grec auto, soi-même, et nomos, la règle ou la loi, c'est-à-dire se construire ses propres règles. Mais cela renvoie aussi à la question de la liberté, car après le choc du diagnostic, l'annonce d'un diabète est souvent vécue comme une privation de liberté et de perte d'autonomie. Liberté et diabète pourraient être considérés comme deux termes qui s'opposent, dans la mesure où la maladie chronique s'impose, contraint, oblige, alors que la liberté est souvent définie comme l'absence de toute contrainte. Mais qu'est-ce que réellement la liberté ? Qu'est-ce que réellement être libre ? Pour être libre de circuler, par exemple, il faut des règles, le code de la route. Chacun doit alors accepter une limite à sa liberté, attendre un feu rouge, par exemple, pour que cette liberté de circuler puisse se réaliser. Et si en cas de panne du feu rouge, la circulation s'autorégule, c'est qu'il y a une intériorisation de la règle. Cet exemple permet d'illustrer le caractère libérateur de la règle. La liberté n'est donc pas l'absence totale de contraintes ou de règles. L'absence de règles, c'est l'anomie. Et l'anomie conduit au chaos et non à la liberté. Plus on est libre, plus on a besoin de lois et de règlements. Être libre, c'est tout d'abord être sujet, être autonome au sens étymologique du terme, c'est-à-dire être capable de se donner à soi-même ses propres règles. Pour être libre, il faut être autonome, c'est-à-dire avoir intégré ses propres règles de ce qu'il faut faire, et non plus être soumis à des lois extérieures qui dictent ce que l'on ne peut pas faire. La liberté nécessite des règles, et l'autonomie nécessite l'intériorisation de ces règles. La question de l'autonomie est ainsi essentielle dans la quête de la liberté face au diabète. Il s'agit alors de distinguer l'autonomie et l'hétéronomie. D'un côté, on s'applique ses propres règles, et de l'autre, il s'agit d'obéir à des règles extérieures. Dans son ouvrage « Le patient autonome », Philippe Barrier, qui est un philosophe qui a lui-même un diabète de type 1, explique l'importance de construire ses propres règles internes pour être libre et autonome. L'annonce d'un diabète et surtout la nécessité d'un traitement quotidien sera d'abord vécue comme une contrainte, c'est-à-dire comme une règle imposée de l'extérieur à laquelle il faut se soumettre à cause de la maladie. Mais la quête de l'autonomie consiste justement à ne plus considérer ces règles comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, comme une contrainte qui viendrait réduire la liberté, mais à y voir une nouvelle règle intérieure à construire. Les règles viennent d'abord de l'extérieur au travers du discours médical, mais c'est une règle interne qu'il va falloir découvrir. Une maladie chronique comme le diabète est effectivement d'emblée une épreuve de l'autonomie et de la liberté. Le diabète met à l'épreuve car il exige un véritable travail d'adaptation et de réajustement de la liberté qui est à réinventer dans un contexte nouveau, le contexte de la maladie. Ainsi, la liberté est une conquête. La liberté, ça ne se donne pas, ça se prend. L'autonomie est un point d'arrivée, un objectif et même un désir. À l'annonce du diagnostic, il y a d'abord un ébranlement, un sentiment de perte, mais c'est également le début d'une reconquête, non pas pour redevenir comme avant, mais une reconquête de sa liberté, une reconquête de soi. Pour aller à la conquête de la liberté, il faut d'abord reconnaître la fragilisation profonde que provoque le diagnostic, car si la conquête de la liberté est un cheminement, ce cheminement est semé d'obstacles. La vie avec un diabète n'est pas un long fleuve tranquille. Il est important de ne pas minimiser le bouleversement que provoque l'entrée dans une maladie chronique comme le diabète, car cela reviendrait à nier le difficile travail d'adaptation et d'acclimatation à cette nouvelle allure de la vie. L'enjeu de ce travail, Philippe Barrier emploie même le mot « combat », n'est pas de vaincre la maladie, mais de la contrer à la fois sur le plan biologique, grâce au traitement, mais aussi sur le plan psychologique, en ne mésestimant pas son pouvoir de destruction psychique, qui peut conduire à la dépression.
L'adolescence illustre parfois douloureusement la difficulté de cette conquête de l'autonomie avec un diabète. On peut en effet observer une remise en question des soins qui paraissent jusqu'alors librement ou passivement acceptés par l'enfant. L'adolescent peut se croire libre en ne se soignant pas. Il ne perçoit pas d'emblée la véritable contrainte à laquelle il se soumet. La maladie, le traitement, la dépendance aux autres peuvent en effet provoquer des conflits psychiques tels que l'adolescent va tenter de résoudre ce mal-être en refusant la réalité du diabète. Le pédopsychiatre Philippe Jamet, dans un article intitulé « Se détruire pour exister, un paradoxe humain », insiste sur l'idée que l'adolescent qui présente un comportement autodestructeur, ne pas se soigner ou ne pas bien se soigner, ne le choisit pas. On ne choisit pas d'aller mal, ni de se faire du mal. Ce n'est pas un choix, mais une contrainte face à une souffrance interne. La contrainte se situe du côté de la servitude et non de la liberté. Retrouver le chemin de la liberté passe alors par les autres. Comme nous l'avons évoqué, cette dépendance aux autres peut être difficile à admettre pour un adolescent. Il s'agit donc de trouver la bonne distance relationnelle, le fameux ni trop près, ni trop loin. C'est par l'écoute, le dialogue et une prise en charge bienveillante que l'on peut aider l'adolescent à découvrir par lui-même que le traitement de son diabète ne constitue plus le problème, mais la solution dans sa quête et son désir de liberté. Il s'agit alors de renforcer la confiance en soi et en les autres, car c'est ce sentiment de sécurité intérieure qui permet d'être libre et autonome. Il s'agit également de donner envie de se soigner, c'est-à-dire d'éveiller ce désir libérateur d'être autonome. Donner l'envie de maîtriser le diabète plutôt que d'être maîtrisé par lui. Le rôle des parents, mais aussi des soignants, est donc de faire advenir un sujet libre et autonome en lui permettant de développer la capacité d'autodétermination. Mais il s'agit bien là d'un processus. L'autonomie est perpétuellement en cours d'acquisition. Philippe Barrier utilise le terme d'autonormativité pour expliquer que dans le cadre d'une maladie chronique comme le diabète de type 1, l'autonomie, c'est répondre par soi-même à l'intérieur de la relation de soins aux exigences internes. Pour lui, l'aptitude à l'autonomie, c'est la découverte de sa propre norme singulière, c'est-à-dire la découverte de ce qui est bon pour soi, qui peut être différent d'une injonction et différent aussi de ce qui est bon pour l'autre. Il s'agit d'un chemin, une conquête face à un grand nombre de contraintes. L'autonomie n'est pas seulement de choisir de se soigner, mais aussi de trouver à l'intérieur le meilleur compromis possible qui permet d'assumer l'ensemble des exigences et non pas l'une au détriment de l'autre. L'exigence de l'appartenance au groupe ou d'être comme les autres à l'adolescence, par exemple, et l'exigence du soin. C'est un travail très difficile et très coûteux. Toute personne vivant avec une maladie chronique comme le diabète de type 1 est embarquée dans un complexe et douloureux travail d'autonomisation et d'appropriation. Le rôle des soignants, mais aussi des parents, est de faciliter, d'accompagner ce travail en n'intervenant pas de manière prescriptive, injonctive ou moralisatrice, car cela risque d'entraver le travail d'appropriation interne en ajoutant de nouvelles tensions. Pour Philippe Barrier, ce travail d'autonormativité est donc un travail de recherche de compromis, la recherche du mieux possible ou du moindre mal, et non du bien, pour tenter de concilier toutes les exigences internes, non seulement celles de la maladie et du traitement, mais toutes les autres. En ce qui concerne les enfants, la question de l'autonomie se pose rapidement dans la prise en charge du diabète. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec le référentiel des compétences. Pour un enfant, être autonome ne veut pas dire savoir tout faire tout seul. L'autonomisation excessive est un écueil, surtout dans notre culture actuelle qui prône l'autonomie trop précoce et une perfection dans tous les domaines. Un enfant ne peut pas être responsable de sa santé. Il peut apprendre à faire pour apprendre à vivre avec le diabète. Mais pour qu'il ne demeure pas un simple exécutant,
Il est essentiel de toujours s'adapter à l'âge et à la maturité de l'enfant et d'évaluer régulièrement ses connaissances liées au diabète. Parce que connaître et savoir réaliser les gestes techniques ne veut pas toujours dire que l'enfant les comprend. Le rôle des parents et des soignants n'est ainsi pas seulement d'apprendre à l'enfant à se soigner seul, mais surtout de lui apprendre à réfléchir par lui-même. Il ne s'agit pas uniquement d'acquérir des compétences pour savoir se soigner, mais d'apprendre à vivre avec le diabète et de se construire en tant que sujet libre et autonome. Je pense que c'est tout à fait l'esprit de ce qui se passe pendant les séjours AJD. Pour conclure, juste quelques mots sur la notion d'émancipation. Se construire en tant que sujet libre et autonome, c'est ça l'émancipation. C'est accéder à un libre arbitre, à un jugement par soi-même des situations. Donc l'émancipation relève d'une capacité de penser, d'élaborer et d'être l'auteur de sa vie. Je vous remercie pour votre attention.